thème du sommet d'été de Dalian est Leadership 4.0. Donc comment faut-il le comprendre? La digitalisation qui traverse les entreprises et nos sociétés. Est-ce que vous avez suivi le discours de M. Li Keqiang de ce matin? J'ai très fortement souligné l'ouverture, level playing field pour les entreprises privées chinoises, entreprises d'État chinoises et entreprises étrangères. Le même traitement. Comment voyez-vous cette tendance ou bien cette montée du protectionnisme? Nous pensons que c'est qu'avec l'ouverture qu'on peut atteindre le développement de notre économie et des autres économies. Et comment jugez-vous les réussites que la Chine a obtenues depuis ces 70 ans? C'est impressionnant. On devient conscient, important, fort, et l'économie chinoise est très importante pour le monde entier. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans notre émission. Et c'est la première fois que vous participez au Davos d'été, n'est-ce pas? Au Davos d'été, c'est la première fois. Oui, et aujourd'hui c'est déjà le deuxième jour du Davos d'été. Donc quelles sont vos impressions sur le Davos d'été qui se tient tous les ans en Chine? J'avais participé au Davos d'hiver il y a de nombreuses années et je suis heureux d'y être à nouveau après tant de temps. Et à l'autre bout du monde par rapport à la première fois. Quelques années se sont écoulées. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? C'est même mélange assez unique qu'est Davos. Fondamentalement, l'idée c'est de mettre ensemble des représentants du secteur gouvernemental à qui j'appartiens avec le monde des affaires, ou dans l'autre sens. Au fil des années, voire des décennies, il y a eu la capacité d'englober aussi l'académie qui était déjà à bord, mais aussi la société civile, de s'ouvrir à la société civile. Ça, c'est le temps écoulé. En plus de ça, il y a la situation géographique, évidemment, le fait d'être en Chine, c'est pas neutre, et il y a cette ouverture aux champions de l'innovation, à des thématiques dans lesquelles tant la Chine que la Suisse sont très fortes. Ça, c'est mes premières impressions. Et nous savons qu'au mois de janvier de cette année, le Forum économique mondial s'est tenu en Suisse. Et dans ce forum-là, le thème, c'était la mondialisation 4.0. Et le thème du sommet d'été de Dalian est Leadership 4.0. Donc, comment faut-il le comprendre? 4.0, 3.0, je pense qu'il y a une marge d'interprétation qui est assez large. Je dirais, par rapport au thème de la globalisation, c'est quelque chose d'incontournable. Il ne faut pas, en quelque sorte, diviniser la globalisation, mais c'est certainement incontournable, que ce soit dans la version 1, 2, 3 ou 4. Ça, c'est l'interprétation que j'en donne. Et en ce qui concerne Leadership 4.0, ici, l'interprétation que j'en donne, c'est deux choses. D'une part, la digitalisation qui traverse les entreprises et nos sociétés, les deux aspects, et un aspect supplémentaire, c'est celui d'assumer, global governance, la gouvernance mondiale, c'est-à-dire qu'il s'agisse de nos pays ou qu'il s'agisse des entreprises, il y a une responsabilité qui va au-delà de la responsabilité à l'endroit, en ce qui concerne les entreprises, des actionnaires, mais c'est une responsabilité qui se décline aussi à l'égard de la société. Ça, c'est mon interprétation, au moins. La réunion 2019 des jeunes leaders du Forum économique mondial, connu aussi sous le nom de Davos d'été, s'est tenue avec succès du 1er au 3 juillet à Dalian en Chine. Le thème de la réunion cette année était Leadership 4.0, réussir dans une nouvelle ère de mondialisation. Le Premier ministre Li Keqiang a prononcé un discours attendu lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion le 2 juillet. La Chine célèbre cette année les 40 ans de son ouverture. Elle va continuer de partager les opportunités et les bénéfices avec d'autres pays grâce à son ouverture et à son intégration active dans la division internationale du travail et dans les chaînes mondiales de l'industrie, de l'innovation et des valeurs.
La réunion, qui était centrée autour de la thématique du leadership, proposait cette année aux participants plus de 200 conférences et séminaires. Venus de plus de 120 pays, près de 1800 leaders et experts issus des mondes politiques, économiques et scientifiques ont débattu de la situation actuelle de l'économie mondiale et des problématiques du développement. Nous avons été très attentifs au discours du Premier ministre Li Keqiang. Il a affirmé dans son discours que de nombreuses mesures allaient être prises afin d'accélérer l'ouverture de la Chine. Ces mesures vont influencer non seulement l'économie chinoise, mais aussi l'économie mondiale. S'agissant des drones, le secteur va sûrement croître encore plus rapidement que prévu dans l'avenir. Cette édition 2019 du Forum a traité de sujets aussi variés que l'intelligence artificielle, la 5G, le changement climatique ou encore les voitures autonomes. Le Forum a exploré la façon dont les leaders technologiques, économiques et politiques peuvent réformer les modèles d'organisation et de gestion pour mieux s'adapter au futur. Pour la plupart des participants, la contribution de la Chine à l'économie mondiale n'est plus seulement une affaire de croissance économique, elle repose désormais prioritairement sur la poursuite de ces innovations technologiques. Dans les 10 à 20 ans à venir, la technologie va avoir un impact majeur sur le commerce. Dans de nombreux domaines, la Chine va devenir un concurrent extrêmement compétitif. Alors que l'économie chinoise s'appuie toujours plus sur les nouvelles technologies, les entreprises traditionnelles ont également commencé leur mutation en entreprises technologiques, utilisant les nouvelles technologies pour se rapprocher des consommateurs. Les intervenants au forum ont souligné que la Chine avait fait de grands progrès dans les domaines de l'innovation et des nouvelles technologies. À l'avenir, la Chine va jouer un rôle de plus en plus important au sein de l'économie mondiale. Est-ce que vous avez suivi le discours de M. Li Keqiang de ce matin? Bien sûr. Que vous inspire son... D'avoir souligné, je vous donne à chaud mon impression ou ce que j'ai retenu. J'ai très fortement souligné l'ouverture, l'importance de l'ouverture économique, encore davantage d'ouverture, et j'ai saisi une phrase parmi les très nombreuses, mais quand vous en demandez une qui me semble particulièrement importante, level playing field pour les entreprises privées chinoises, entreprises d'État chinoises et entreprises étrangères, le même traitement. Ça, c'est ce que j'ai saisi dans une phrase dans le discours du Premier ministre. Et c'est en 2007 que le Forum de Davos s'est exporté pour la première fois hors de Suisse, avec le lancement d'un Davos d'été qui se tient tous les ans en Chine. Donc, selon vous, quel impact a eu ce Forum de Davos d'été sur le développement de l'économie chinoise? Je pense que de porter, il y a plusieurs aspects qu'il faudrait analyser de près. J'en retiens attirer l'attention sur la Chine comme lieu d'innovation. C'est dans la formule Champions, je pense, ça qui est à retenir, d'une part, et je dirais aussi, parce que c'est propre au Forum, au World Economic Forum en général, le point que j'ai rappelé tout à l'heure, global governance, c'est-à-dire voilà un acteur qui est prêt à assumer responsabilité en matière de global governance. Il me semble, voilà, pouvoir dire ces deux aspects, probablement, pas uniquement, mais probablement, sont aussi un résultat de la présence de cette importante manifestation depuis 2007 en Chine. Le thème du sommet d'été de Dalian est Leadership 4.0. Donc comment faut-il le comprendre? La digitalisation qui traverse les entreprises et nos sociétés. Est-ce que vous avez suivi le discours de M. Li Keqiang de ce matin? J'ai très fortement souligné l'ouverture, level playing field pour les entreprises privées chinoises, entreprises d'État chinoises et entreprises étrangères. Le même traitement. Comment voyez-vous cette tendance ou bien cette montée du protectionnisme? Nous pensons que c'est qu'avec l'ouverture qu'on peut atteindre le développement de notre économie et des autres économies. Et comment jugez-vous les réussites que la Chine a obtenues depuis ces 70 ans?
C'est impressionnant. On devient conscient, important, fort, et l'économie chinoise est très importante pour le monde entier. Et parmi les entreprises qui ont participé à ce sommet d'été, les entreprises traditionnelles et les industries émergentes étaient la grande majorité. Donc comment expliquez-vous ce phénomène? Je l'interprète aussi à la lumière, comme je disais tout à l'heure, de l'importance que l'innovation joue pour entreprises émergentes, je dirais à haute valeur incorporée d'innovation. Or, innovation, c'est un thème un peu avec lequel on attrape un peu tout, mais innovation, que veut dire? C'est avoir des idées, des inventions, et savoir les mettre en valeur. Je pense que là, la colocation en Chine et j'interprète aussi la participation de la Suisse, deux pays qui donnent une grande importance à l'innovation parce qu'ils savent la produire, cette innovation, à cause de l'environnement économique, sociétal, institutionnel. Ça, c'est les ingrédients de l'innovation. Et vous avez mentionné plusieurs fois l'innovation. Et je sais que la Suisse, c'est un pays qui met beaucoup d'accent sur l'innovation. Donc, selon vous, quel rôle l'innovation jouerait pour les relations sino-suisses? Il y a une interprétation au sens strict, propre, et au sens plus large. Au sens strict, je viens de le dire, c'est les deux pays reconnaissent une grande importance à l'innovation dans le développement de leurs économies et de leur société. Et ça, c'est le sens strict, technique, si vous voulez. Mais il y a un autre aspect aussi, qui est celui de... nous avons, avec la Chine, en 2016, établi un partenariat innovateur. C'est un partenariat qui porte sur l'innovation, dans le sens qu'on vient de dire, mais c'est innovateur aussi dans la mesure où ça incorpore, c'est un dialogue tout azimut, ça incorpore des aspects différents, comme j'en citerai les aspects environnementaux en premier lieu, ou aussi d'état de droit. Environnementaux, c'est particulièrement important en termes de global governance. La Chine va accueillir l'année prochaine le très important sommet de la Convention sur la biodiversité et j'ai très clairement perçu ce matin dans les différents panels une conscience de l'importance de cet événement qui va se passer en Chine et de la assumption de responsabilité de la part de la Chine de faire aboutir ce sommet. Voilà un bon exemple de ce que je appelais de global governance, responsabilité de la global governance. Et plus concrètement, est-ce qu'il existe déjà des projets concrets en ce qui concerne l'innovation entre les deux pays? Bon, l'innovation, en premier lieu, c'est un fait des entreprises, des traits de milliers d'entreprises suisses qui sont présentes en Chine, c'est les acteurs du secteur privé, des collaborations entre universités, les universités d'excellence en Chine et en Suisse, qui sont parmi les acteurs principaux de l'innovation, et dans le sens non technique de tout à l'heure, pratiquement nous avons des coopérations dans, je ne dis pas tous les secteurs, mais dans la plupart des secteurs de l'activité gouvernementale. Alors, je ne mentionnerai pas un en particulier, mais notamment dans le secteur économique, c'est là où les coopérations sont plus étroites. Forte de sa réputation de pays qui encourage l'innovation, la Suisse sélectionne chaque année un groupe de venture leaders, des talents prometteurs issus du monde des startups. Cette année, ces jeunes entrepreneurs se sont rendus à Dalian, en Chine, pour participer au forum de Davos d'été et effectuer une tournée à travers 6 grandes villes chinoises afin d'y rencontrer investisseurs et experts. The world depicted as a place of confrontation has no winners. We need solutions taking into account interdependency and intertwined interests. Innovation, through not being the overall solution, is for sure part of it.
Les 10 jeunes leaders qui ont fait le voyage aujourd'hui sont spécialisés dans des domaines comme les télécommunications, la réalité augmentée ou encore les drones. Ils ont pu rencontrer de nombreux entrepreneurs et experts, découvrir en profondeur le marché chinois et identifier les opportunités d'affaires. Et dans le cadre du Davos d'été, vous avez lancé une activité pour promouvoir les entreprises suisses. Pourriez-vous nous les présenter un peu? Merci de rappeler cet événement qui vient de se dérouler il y a quelques minutes. On a parlé d'innovation. Ça, en quelque sorte, sont les champions de l'innovation actuelle. C'est des start-up suisses que nous, d'entente avec le secteur privé, mais c'est une activité qui est menée par le gouvernement suisse, on les amène rencontrer que ce soit des chercheurs, mais surtout, disons, des possibles financements qui puissent soutenir le développement de leur invention, de leurs innovations, à travers un périple qui va de Shenzhen, aujourd'hui à Dalian, et jeudi, ça se conclura à Pékin. Ils sont passés par Shanghai aussi. C'est véritablement de les mettre en contact avec le monde de la recherche économique chinois en vue de la création d'entreprises concrètement sino-suisses. Et cet événement a été lancé depuis quand? C'est la 4e année que cela se passe au Davos d'été, alternativement à Dalian, au Tianjin. C'est la 4e fois que cela se passe. Donc, pourriez-vous nous présenter un peu les résultats de cet événement? Est-ce que les entreprises suisses ont trouvé un partenariat avec la Chine? On le verra à l'issue de ce long séjour qui auront passé en Chine. Il y a eu ce soir aussi une votation live dans le public qui est compte tenu du profil des participants, donne déjà une indication sur celles qui peuvent être les plus prometteuses. Et en 2013, la Suisse et la Chine ont signé un accord de libre-échange. Et la Suisse est devenue désormais le premier pays d'Europe continentale à conclure un accord de libre-échange avec la Chine. Donc, comment jugez-vous cette coopération depuis 6 ans? Nous avons eu dans l'histoire de nos relations, ce sera 70 ans l'année prochaine, alors ce sera une date qu'il faudra fêter d'une façon convenable, et nous avons quelques idées. Nous avons été parmi les premiers pays à reconnaître la République populaire en 1950, d'une part. Nous avons été, il s'est agi d'entreprises suisses, les premières qu'au moment de l'ouverture, il y a 40 ans, de l'économie, proclamée par Deng Xiaoping, c'était une joint venture suisse notamment, et nous sommes encore à l'heure actuelle le seul pays d'Europe continentale à avoir un accord de libre-échange avec la République populaire chinoise. Un accord qui marche très bien, qui a donné, qui a développé, a donné une impulsion très forte au commerce bilatéral. Bon, c'est quand même des spécificités ou des unicités dans notre relation bilatérale qui nous permet de construire ce qui vient après sur de bases solides. J'ajoute les très fréquentes visites bilatérales, mais je pense que là c'est du solide, c'est pas simplement des jolies formules, mais c'est des pièces sur lesquelles on peut construire davantage la relation entre nos deux pays. Et vous avez mentionné la gouvernance mondiale, la gouvernance globale. En ce qui concerne de la gouvernance mondiale, le monde fait face à de nombreux défis comme le changement climatique, la protection environnementale et la lutte contre le terrorisme. Et maintenant, il y a une forte tendance du protectionnisme qui se passe dans beaucoup de pays. Donc, comment voyez-vous cette tendance ou bien cette montée du protectionnisme? La Suisse croit profondément et pratique le libre-échange. Je pense que nous sommes le pays qui a entre accords bilatéraux et accords multilatéraux un des réseaux le plus vaste d'accords de libre-échange. Nous le pratiquons et nous payons le prix lorsque c'est nécessaire, parce que nous pensons que c'est qu'avec l'ouverture
qu'on peut atteindre le développement de notre économie et des autres économies. Les instruments existent déjà. J'ai mentionné nos propres instruments, mais les instruments multilatéraux existent déjà. Il s'agit de renforcer l'Organisation mondiale du commerce, de la mettre en mesure de fonctionner à nouveau. Vous avez mentionné en termes d'environnement. Les instruments existent déjà, ils sont récents. Nos pays ont joué un rôle important en les mettant sur le rail, l'accord de Paris de 2015. Il ne faut pas réinventer la roue, il faut mettre les instruments du multilatéralisme de nouveau en fonction, les remettre sur le métier, leur permettre de fonctionner. C'est ce que nous croyons profondément. Le thème du sommet d'été de Tallinn est Leadership 4.0. Donc comment faut-il le comprendre? La digitalisation qui traverse les entreprises et nos sociétés. Est-ce que vous avez suivi le discours de M. Li Keqiang de ce matin? J'ai très fortement souligné l'ouverture, level playing field pour les entreprises privées chinoises, entreprises d'État chinoises et entreprises étrangères. Le même traitement. Comment voyez-vous cette tendance ou bien cette montée du protectionnisme? Nous pensons que c'est qu'avec l'ouverture qu'on peut atteindre le développement de notre économie et des autres économies. Et comment jugez-vous les réussites que la Chine a obtenues depuis ses 70 ans? C'est impressionnant. On devient conscient, important, fort, et l'économie chinoise est très importante pour le monde entier. Et cela fait déjà 6 ans que la Chine a prononcé l'initiative Ceinture et Route. Oui. Donc, quelles sont vos impressions sur cette initiative? La Suisse a participé pour la deuxième fois il y a quelques semaines au Belt and Road Forum. J'ai eu l'honneur d'y participer personnellement en accompagnant mon président. La Suisse croit à l'importance de la connectivité et au développement d'infrastructures. C'est la raison pour laquelle la Suisse a souscrit un MOU à l'occasion de la visite d'État qui a fait suite au forum pour la collaboration dans des pays tiers. Quel pays tiers? Il faut penser à la géographie. La Suisse se trouve à être présente depuis une trentaine d'années pour des raisons qui remontent à son adhésion aux institutions de Bretton Woods au début des années 90. La Suisse a des partenariats forts en Asie centrale, le long de la route de la soie. Voilà une des raisons qui explique le fait que nous ayons souscrit à ce MOU pour le financement, voire le cofinancement d'infrastructures le long de la route, probablement en Asie centrale. Et selon vous, quel rôle peut jouer la Suisse au sein de l'initiative Ceinture et Route? Mais nous avons participé pendant 2 fois, nous avons souscrit à ce MOU. Nous croyons à son utilité pour le développement des pays qui se trouvent, pour contribuer au développement des infrastructures dans les pays qui se trouvent le long de la route. Parce que cette année, on célèbre le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Donc la Chine fait de plus en plus entendre sa voix au sein du Forum économique international. Donc que vous inspire cette évolution? Global governance. Encore une fois, je m'excuse, je l'ai répété plusieurs fois, mais j'y crois. Ça veut dire au plus on devient, conscient, important, fort, et l'économie chinoise est très importante pour le monde entier. Ceci va parallèlement avec le fait d'assumer de la responsabilité par rapport à la solution de problèmes qui se posent pour l'ensemble de l'humanité. L'exemple que j'ai fait de l'environnement tout à l'heure me semble le meilleur exemple. Je pense la période qui portera jusqu'à la tenue du sommet sur la biodiversité sera un moment très, pas seulement important, mais aussi illustratif des propos que je viens de tenir, et j'y crois. Et comment jugez-vous les réussites que la Chine a obtenues depuis ses 70 ans? C'est impressionnant. Ce qui frappe le plus, sous les différents aspects, c'est
de mon point de vue, le fait d'avoir sorti, et ça c'est assez unique dans l'histoire de l'humanité, d'avoir sorti, bon, au bas mot, 500 millions de personnes d'une situation de pauvreté à une situation de développement. Personnellement, c'est ce qui me frappe le plus, parmi beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait évoquer, mais c'est celui qui personnellement me touche le plus. Et avant de prendre votre fonction de l'ambassadeur, est-ce que vous avez contacté des Chinois ou bien de contacter la culture chinoise? Quelles sont vos impressions? On passe assez vite dans ce métier d'une fonction à l'autre. Il faut faire vite malgré l'importance des défis, parce que, comment dire, que la connaissance d'un pays comme la Chine, c'est l'œuvre d'une vie entière et pas d'un poste diplomatique. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des spécialistes dans mon poste précédent, avec l'ambassadeur de Chine en Suisse, évidemment aussi, pour pouvoir avoir quelques premières adresses. Et après, il faut se jeter au bain et nager. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre intérêt. Merci.